Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous live de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et nous allons aborder le deuxième épisode sur les sujets de photovoltaïque. Premier épisode que, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à revoir en replay sur les sujets assurantiels et juridiques, pardon. Qui était animé par mon éminente collègue Bérangère Joly, qui aujourd'hui assurera la modération et je la remercie pour cela. Donc on travaille en binôme à la fois sur la technique et le juridique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet photovoltaïque, épisode 2, mais je suis certain qu'il y en aura d'autres. On a plutôt une tendance à la saga au sein de la fédération. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Maître Olivier Ortega, Lexity. Bonjour Maître. Bonjour Franck. Ensuite, nous aurons nos deux intervenantes d'EDF, Nathalie Mougeot et Florence Jacquemart. Bonjour mesdames. Bonjour Franck, bonjour tout le monde. Merci. J'aime bien quand vous dites ça, il y a un côté Charlie. Et c'est drôle de dame, il nous en manque une. Si Maître Ortega veut le faire. Il nous en manque une. Et en distanciel, nous aurons le plaisir d'avoir des interventions de Pierre Vell de Socotec et de Sylvain Mangili de l'agence Qualité Construction. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Sylvain. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous partager vos retours d'expérience sur ce sujet. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Olivier. Olivier, si un promoteur adhérent à la fédération se dit, tiens, il faut que j'installe une installation de photovoltaïque en toiture ou sur un parking extérieur, puisque la loi aujourd'hui nous y contraint. Donc, quelles sont les solutions qui s'ouvrent à lui et dans quelle mesure il peut contractualiser avec toutes les questions qui se posent sur le fait de mettre en place une installation qui va être ensuite sous la responsabilité d'une copropriété ou pas, tout ce qui nécessite la mise en œuvre peut-être avec des tiers. Voilà, je vous laisse la parole, cher Olivier. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je veux bien que le support s'affiche. Je pense qu'on a, oui, on a un petit problème de retour en régie, mais ils vont régler ça. Mais Et donc, ce que je vous propose de faire, parce que attaquer à 9h05 par faire du droit, c'est pas forcément raisonnable. Franchement, Ouais, c'est le bon moment. ça vaut un bon café. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de présenter aujourd'hui une démarche et la manière d'aborder le processus de choix et de vous montrer les articulations et les arbitrages auxquels vous allez être confrontés pour vous y préparer, sans rentrer dans le détail de la rédaction du contrat, parce qu'en 15-20 minutes, c'est assez difficile. Et donc, ce que je vous propose de voir, c'est d'abord quelles sont les grilles de lecture pour rentrer dans un projet photovoltaïque, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, et suivant la façon que vous retenez, les réponses sont un peu conditionnées par la grille de lecture. Donc, on va d'abord dire un mot de ça, voir ensuite quel est le grand choix structurant au terme juridique qui se présente au début d'un projet. Et puis ensuite, une fois qu'on aura présenté les deux branches de l'alternative, on essaiera de faire un petit comparatif et de terminer en guise de conclusion par un petit arbre de décision ensemble. Voilà ce que je vous propose comme menu. Alors, sur la grille de lecture, on a plusieurs questions qui se posent et qui conditionnent la manière dont on va aborder le sujet. Première question, c'est une centrale photovoltaïque, pourquoi faire? Est-ce qu'on veut produire de l'électricité pour la revendre et générer une recette commerciale sur son immeuble? Donc on valorise l'immeuble. Depuis le temps qu'on nous dit que l'immeuble va être un centre de profit et plus de coûts, c'est un exemple dans lequel on peut générer un profit. Ou bien, deuxième possibilité, on ne produit pas pour revendre, on produit pour auto-consommer au sein de l'immeuble. Bon, cette première question, elle n'est pas neutre parce qu'elle va conditionner beaucoup des montages et des options qui vont se présenter aux porteurs de projets. Voilà un premier exemple de grille de lecture. Deuxième exemple de grille de lecture, si je fais une centrale photovoltaïque, je la fais réaliser, je la fais exploiter, je la fais concevoir par qui? En gros, comment on organise le processus opérationnel
de conception, de réalisation, d'exploitation, d'entretien, maintenance, de gros entretiens, renouvellement de la centrale. Est-ce que je l'assume en direct? Est-ce que je transfère tout ça à un opérateur ou des morceaux à un opérateur et à des opérateurs? C'est une deuxième grille d'entrée. Mais cette grille, en fait, elle vient percuter, enfin, que le choix soit de revendre ou d'autoconsommer. Tout se superpose. La deuxième question se pose de la même manière. Tout à fait. Ça se superpose. Mais 4 questions se superposent. Malheureusement, l'art de décision ne se simplifie pas. C'est pour ça que j'ai bien dit que c'était une grille de lecture et pas une question où on répond, on a la réponse. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Troisième question, qui est un peu connexe à l'autre, c'est une centrale photovoltaïque financée par qui? Est-ce que c'est le propriétaire, promoteur, syndicat de copropriété, peu importe sa forme juridique, qui aura un impact, mais enfin, qui finance? Est-ce que c'est je réalise un ouvrage pour mon compte et donc je le finance et c'est un ouvrage de plus dans l'ensemble immobilier, ou bien est-ce que j'externalise le financement de cet ouvrage? Aujourd'hui, le marché bruisse en permanence d'idées de tiers financement. Ça veut dire simplement ça, c'est que c'est un tiers qui finance, donc c'est pas le propriétaire qui finance. Sauf que ça devait être différent, c'est un tiers financeur qui finance un actif sur l'immeuble ou un prestataire externe qui devient du coup une sorte de copropriétaire en quelque sorte. Alors le tiers financeur, ça pourrait être une société dont l'objet est de faire du tiers financement. On en a peu en France. Là où il y en a, c'est plutôt dans le photovoltaïque, donc ça tombe bien, ça existe. Ça peut aussi être l'opérateur ou l'un des opérateurs dont je viens de parler, qui assume le tiers financement. C'est un genre de crédit fournisseur qui est possible aussi. Mais la question pour moi, c'est qui va financer? Parce qu'évidemment, dans la structuration juridique du contrat, les garanties de l'un, les garanties de l'autre, le mode de rémunération n'est pas le même. Et puis alors, si c'est quelqu'un qui a tiers financé et que vous autoconsommez, il va bien falloir que le tiers financeur, il se rembourse. Il se rembourse avec quoi? Par hypothèse, c'est pas avec la vente de l'électricité à l'extérieur. Donc ça sera avec la vente de l'électricité pour l'intéressé. Bon voilà, on a cette troisième question qui est une troisième grille de lecture qui vient structurer les choix qui vont arriver. Dernière question sur une centrale photovoltaïque, pour combien de temps? Parce qu'on parle d'ouvrages de longue durée, mais d'une durée plus courte que l'immeuble en général quand même. Donc en gros 20 ans, on va dire. Comment gère-t-on sur cette durée de 20 ans, donc une durée assez longue, la propriété de la centrale dans le temps? Est-ce que le propriétaire de l'immeuble est propriétaire de la centrale dès le début, ou bien est-ce qu'il le devient à la fin du contrat par lequel l'opérateur a conduit sa mission? Voilà, ça c'est un deuxième sujet d'appréciation sur la durée de la centrale. Donc ça fait déjà 4 questions assez structurantes. Il y en a d'autres, on ne va pas toutes les dire, mais par exemple, tout ce que je dis là va aussi dépendre de est-ce qu'on parle d'une centrale qui vient être installée sur de l'existant ou sur du neuf. C'est pas tout à fait la même approche suivant qu'on est dans de la rénovation ou dans de la construction d'immeubles. Et puis enfin, dernière question encore, est-ce qu'on parle d'une centrale photovoltaïque en toiture ou en ombrière de parking? C'est pas tout à fait la même chose. Si elle est en toiture, fait-elle l'étanchéité? Si oui, comment on l'organise? Enfin, voilà, donc ça pose encore des questions. Donc vous voyez, j'avais 4 questions un peu juridico-financières et puis... Merci Nathalie. Et puis je suis à la photo d'après. Et puis je vais me le gérer maintenant, merci. Et puis voilà, ça c'était pour illustrer le rénovation neuf, toiture ombrière. Et puis comment gère-t-on? Alors moi ce que je vous propose c'est de retenir une typologie simple, très juridique, mais vous allez voir qu'en fait elle permet de croiser, de traverser toutes les questions que je viens de poser. Et pour moi, le sujet qu'il va falloir arbitrer assez vite, c'est savoir qui a la maîtrise d'ouvrage de la centrale. Le maître d'ouvrage, c'est celui pour lequel on réalise l'ouvrage, et c'est lui qui dirige le chantier, qui fixe les prescriptions, qui fixe l'organisation. Et donc là, il y a 2 manières de faire. Soit le propriétaire, quel qu'il soit, décide de conserver sa maîtrise d'ouvrage et de l'exercer, soit il décide de l'externaliser et de la transmettre à un tiers. Et ça organise assez bien le montage contractuel. Alors rentrons dans cette idée-là tout de suite. Et je suis sur le premier schéma avec l'option 1. On conserve la maîtrise d'ouvrage et on travaille en contrat séquencé. Alors en contrat séquencé, ça veut dire qu'on va, dans le temps, conduire 3 à 4 contrats successifs qui vont permettre de donner existence à la centrale, de la faire fonctionner et de
produire des électrons qui ensuite seront vendus ou autoconsommés. Alors, le premier contrat qui va se poser, c'est évidemment un contrat de conception dans lequel le propriétaire va demander à des maîtres d'œuvre de réaliser la centrale. Des maîtres d'œuvre, évidemment, ça peut être des architectes, ça peut être aussi des bureaux d'études techniques qui vont travailler sur la centrale, le dimensionnement des panneaux, l'orientation, enfin il y a plein de sujets techniques qui se Voire posent. même des contrats de conception-réalisation, Alors, parce que j'ai vu des propositions de ce type sur le marché. donc là, tu es dans l'option 1,5, c'est-à-dire que c'est plus tout à fait un contrat séquencé, c'est pas complètement un contrat global, qui est l'option 2 que je vais présenter juste après. Une fois qu'on a fait la conception, on a le contrat de réalisation, où là, il y a une entreprise qui vient fabriquer la centrale, poser les panneaux en toiture, installer les onduleurs et tout ce qui va bien, jusqu'au tableau électrique de l'immeuble. Ensuite, on a un contrat d'exploitation où cette fois-ci, c'est celui qui fait fonctionner la centrale et qui produit l'électricité, qui produit les électrons. Très souvent, ce contrat-là, il est jumelé avec le dernier, qui est celui d'entretien-maintenance, qui consiste à s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas une cellule qui a grillé, qu'il faut la remplacer, que l'onduleur est hors d'âge, etc., etc. Ça, c'est un premier schéma assez simple où, en gros, on réalise la centrale comme on réalisera un immeuble, comme on réaliserait le bâtiment, c'est-à-dire qu'on fait appel à des intervenants et on empile dans le temps les contrats séquencés. On verra après que j'aurai présenté le deuxième schéma, un petit comparatif entre les deux mécaniques et leurs avantages et leurs inconvénients, sachant qu'il n'y a pas par principe une bonne solution et une mauvaise, il y a des solutions qui ont des conséquences différentes. Voilà le premier schéma, jusque-là assez classique. Deuxième schéma, on passe en contrat global, ou ce qu'on appelle parfois un contrat EPC, IPC, qui est un contrat de conception et construction, où en fait on va grouper, alors soit dans une version réduite, la conception et la réalisation, comme tu viens de le lire Franck, soit un contrat complètement global où on y met les 4 missions que j'ai identifiées tout à l'heure, conception, réalisation, exploitation, entretien, maintenance, voire gros entretien et renouvellement. Alors dans ce cas-là, le schéma impose quand même un peu de contractualisation fine. Parce que dans l'exploitation, il y a aussi la durée de vie. Oui. Et donc, c'est des contrats de quoi en exploitation 15, 20 Alors, ça peut être 15, 20 ans. Oui. Ça dépend des offres. Voilà, c'est intégré dans un contrat global, ce qu'on appelle clairement les CPE, les contrats de performance énergétique carbone. Aujourd'hui, tu peux aller sur du 15 ans. Sur du 15 ans. En contrat global, on va être plutôt sur une durée de 15-20 ans. En contrat séquencé, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que l'exploitation maintenance, on peut la donner pour une durée plus courte et la renouveler au fur et à mesure. Oui, puisque... avec des options de renouvellement. Et sur des contrats avec financement en tiers investissement, vous pouvez même être sur des durées plus longues, c'est généralement un bail de 30 ans. Et alors dans celui-là, en contrat global, qui va bien se marier avec l'idée d'un tiers financement, c'est-à-dire qu'on va dire à un opérateur, je vous confie une mission d'ensemble, vous allez concevoir, réaliser, exploiter, maintenir, financer. Évidemment, dans ce cas-là, la durée s'allonge. Alors ce contrat-là, il se manifeste comment? Très souvent, si on externalise le financement, il faut donner à l'opérateur un droit sur le volume dont il va s'agir. Alors le volume de toiture, de l'étanchéité jusqu'à la surface de l'air, le volume des ombrières, le petit plot qu'on va mettre sur le parking, plus l'espace on est sur des divisions en volume subjacent à la place de stationnement, etc. Donc on fait une division au volume, c'est pas très compliqué, mais enfin il faut un géomètre, il faut un notaire ensuite pour mettre ça en place. Et on crée ce volume qu'on va confier à l'opérateur. Alors ce volume qu'on lui confie, il va ensuite l'utiliser, soit pour installer la centrale pour lui-même, dont il va assurer le développement, soit pour le compte du propriétaire. Alors c'est pour ça que ça génère en dessous, et j'ai mis la petite icône des notaires, des contrats. On a des contrats réels immobiliers, puisque là on est sur des contrats qui s'encapsulent dans la propriété immobilière. La centrale photovoltaïque en toiture qui fait étanchéité, elle est complètement oui, là, elle est totalement intégrée dans le bâtiment. Mais je pense que nos collègues tout à l'heure nous diront qu'ils ne sont pas très emballés. Mais personne n'est très emballé, ni les propriétaires, ni même les opérateurs, parce que assurer l'étanchéité, il faut l'assurer, c'est pas si facile, mais c'est un schéma qui existe, un montage qui existe. C'est plus facile d'imposer ça en contrat global qu'en contrat séparé, par exemple. Mais voilà, c'est un schéma qui existe. Et donc là, il faut qu'on donne un titre de propriété, un titre d'occupation réelle, parfois sur une durée de 20 ans, à l'opérateur qui va réaliser la centrale. Voilà les deux grands schémas possibles. Alors, si on se demande comment ça fonctionne, en fait, moi, je dirais volontiers que c'est toute une question de partage de risque. Tout ça,
a un intérêt pour les opérationnels que vous êtes, je parle plus aux opérationnels qu'aux juristes à ce stade-là, qui est de comment on répartit le risque. C'est clair que quand vous êtes en contrat séquencé, vous allez avoir du mal à demander à l'exploitant, parce que c'est lui qui au final est celui qui reste dans la durée, de vous donner des garanties de performance, d'efficacité, alors qu'il n'a pas conçu et il n'a pas réalisé. Ça va être compliqué pour le dernier intervenant de la chaîne de s'engager sur ces performances-là. Alors on peut regarder comment ça fonctionne. Sur les véhicules contractuels, en contrat séquencé, on va empiler un contrat de construction à un moment donné pour réaliser la centrale, et puis des contrats de service, de conception, d'exploitation, d'entretien, maintenance, pas de difficulté. Là où en contrat global, on n'aura probablement qu'un seul contrat, sauf cas de conception-réalisation, et des contrats séparés sur l'exploitation, entretien, maintenance. Qu'est-ce qui se passe si la conception est mauvaise ? Le dimensionnement n'a pas été bon, l'orientation des panneaux n'est pas optimisée, il y a des masques d'ombrage qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas intégrés, on s'est trompé dans le taux d'ensoleillement, que sais-je. Bon, le risque en contrat séquencé, il est porté en fait par le maître d'ouvrage, modulo l'éventuelle responsabilité civile professionnelle de celui qui se serait trompé dans les calculs, mais enfin, il est au final porté par le maître d'ouvrage. En contrat global, on va le voir, on va plutôt transférer la totalité des risques sur l'opérateur global, puisqu'on va dire, vous êtes là à tous les échelons, à toutes les étapes du processus, vous assumez les conséquences de ce que vous faites. Même chose pour la réalisation, on n'a pas bien fait les travaux, on est en retard, le coût augmente, là aussi c'est un sujet intéressant. Entretien maintenance défaillant, on s'aperçoit qu'il y a des panneaux qui fonctionnent mal, qu'il y a des cellules qui ont grillé, qui ne sont pas réparées, la poussière n'est pas suffisamment faite et donc ça nuit à l'efficacité du panneau, etc. Comment ça fonctionne. Sur le coût global... Il y a un sujet là que parfois n'est pas forcément traité, c'est tout l'accès au nettoyage. Oui. Pour éviter la perte de production oui. liée à l'empoussièrement qui est loin d'être neutre. Et il y a un sujet qui n'est pas neutre, c'est qu'on est souvent en coactivité parce que les toitures sont peuplées d'installations techniques autres que photovoltaïques. Les toitures plates sur lesquelles il n'y a rien sont quand même assez rares dans le genre. Et donc il faut organiser ça. Comment on fait en sorte que les accès soient possibles, réguliers, que l'un ne provoque pas de dommages sur l'installation de l'autre. Moi j'ai vu une centrale, bon, c'est un peu ancien, mais une centrale sur laquelle un ouvrier qui refaisait l'étanchéité, le goudron avec, vous savez, la bouteille de gaz et le chalumeau, a traîné la bouteille à travers la centrale. Les panneaux n'ont pas apprécié la chose, et donc évidemment, ça a provoqué un petit sinistre sur la centrale elle-même. Bon voilà, bon ça j'exagère un peu, mais il faut organiser les accès, un cahier d'accès, etc., etc. Sur le coût global, j'ai mis un certain parce que l'idée que le coût empilé des contrats séquencés versus le coût global du contrat global, savoir qui est supérieur à l'autre, c'est pas si simple que ça, en fait. Et suivant les cas, on se rend compte que parfois l'une des solutions est économiquement plus efficace, parfois c'est l'autre. Donc il n'y a pas de règle générale, moi je ne dirais pas que c'est aussi simple que ça. Malgré la première lecture qui tendrait à dire qu'il y a plus de risques en contrat séquencé, finalement tout ça n'est qu'un équilibre entre le coût, la prise de risque et l'investissement. Et ça dépend comment le partage du risque a été organisé. S'il a été organisé intelligemment, l'opérateur auquel on transfère les risques dans le contrat global le vivra plus facilement que si c'est un transfert de risque un peu binaire, un peu trop caricatural. Donc, comparer les coûts n'est pas facile, d'abord parce qu'on compare des choux et des carottes, puisque dans les contrats séquencés, on compare le prix des contrats, mais on n'intègre pas le coût des risques, qui sont des événements aléatoires, mais s'ils se réalisent, qui ont un coût. Or, on ne les intègre jamais dans l'appréciation du coût global des contrats séquencés. Alors que dans le contrat global, si on a transféré des risques, l'opérateur, lui, va les intégrer dans son prix. Et donc, du coup, là, on les a. Et comparer les deux n'est pas si facile. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que le dernier étage, c'est les garanties. En contrat séquencé, on a les garanties légales. Point. Les garanties constructeurs, la décennale, etc., mais on ne va pas au-delà, et notamment on n'a pas de garantie de performance énergétique au bon sens du terme, au plein sens du terme. En contrat global, ce qu'on demande en général, c'est une garantie de productible, c'est-à-dire qu'on attend que la centrale produise un certain nombre de kilowattheures par an,
Et ces kilowattheures qui ont servi à la fois au dimensionnement, qui peuvent avoir servi à réfléchir à l'autoconsommation, sont évidemment très importantes. Et on peut les obtenir en contrat global, parce que en fait, ces contrats, ils incarnent deux obligations bien différentes. Les contrats séquencés, ce sont des obligations de moyens en général, où les intervenants doivent avoir mis en œuvre les diligences raisonnablement, normalement attendues d'un professionnel avisé. C'est une formule du juge. Là où dans le deuxième, on n'est pas dans cette approche-là. Il doit, l'opérateur global, un résultat. Quel que soit... Alors, il y a quelques causes d'ajustement, il y a des facteurs quand même qui peuvent nuancer, mais il doit un résultat. Et en dehors des cas de force majeure et de quelques cas exonératoires contractuels, si le résultat n'est pas là, il indemnise. Alors en contrat de performance énergétique, c'est une grosse partie, voire la totalité, de la sous-performance. C'est ça qui fait la magie et l'intérêt de ce contrat. Et c'est pour ça que sa comparaison est intéressante, parce que là, vous externalisez. Alors vous sentez bien que quand vous ne voulez pas assumer la conception, la réalisation, toutes les conséquences de votre projet, vous aurez tendance à aller vers ça. Si vous êtes vous-même un professionnel suffisamment averti, le contrat séquencé est possible. Et donc, j'en termine pour être dans mon cahier des charges, par une espèce de petite grille de réflexion en conclusion. Pour moi, je vois bien que chez les intervenants qui envisagent ce genre de projet, il y a une première question qui se pose sur le degré de maturité ou de disponibilité des équipes internes de maîtrise d'ouvrage. Est-ce que vous avez la compétence interne pour concevoir, surveiller le chantier et ensuite surveiller l'exploitation? C'est pas forcément le cas. Si ça n'est pas en interne, on peut aller chercher en externe. Si ça existe en interne, est-ce que les équipes ont le temps de faire ça? Donc c'est un premier sujet pour moi qui est très important, c'est il ne faut pas exercer la maîtrise d'ouvrage si on n'a pas les moyens intellectuels de l'exercer convenablement. Parce que là, on se met à une situation compliquée. Deuxième sujet, ce sont les ressources financières disponibles. Qu'est-ce qu'on veut allouer au projet? Est-ce qu'on est prêt à financer sa centrale photovoltaïque comme on financerait un nouvel équipement, une pompe à chaleur, la rénovation du bâtiment avec une isolation thermique par l'extérieur, que sais-je, ou pas? Et si on veut externaliser, donc faire tiers financer la centrale, c'est pas du tout le même schéma, puisqu'il va falloir que l'opérateur, évidemment, se rémunère sur le remboursement de l'investissement initial lissé dans le temps, avec un coût de financement, parce que pour lui-même, il a bien fallu qu'il s'endette pour aller financer les premiers investissements. Comment le gère-t-on? Troisième question pour décider, la vision d'ensemble. Est-ce qu'on parle d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments? Et c'est pas du tout la même chose, parce que ça va remonter à la question du dessus assez vite. Si c'est un parc de bâtiments, les ressources financières sont d'un ordre différent de celles qui portent sur une centrale, sur un bâtiment. Et puis il y a toute une série de volets, j'ai mis accessoires avec beaucoup de guillemets, parce que ce sont des signaux réglementaires aujourd'hui qui sont très importants. Et vous avez bien senti que depuis quelques années, on était passé d'une approche très Grenelle de l'environnement, où on avait des mécanismes pour que la société civile se mette spontanément en mouvement, comme on disait à l'époque, vers un système dans lequel les signaux réglementaires sont un peu plus pesants, un peu plus contraignants. Particulièrement pesants. Voilà. Ça ne va pas s'arrêter, puisque si vous lisez la toute fraîche directive sur l'efficacité, la performance énergétique du bâtiment, vous voyez que même l'Europe, qui était dans une démarche, et la directive est un outil qui est fait pour ça, d'objectifs sans prescription, est allée dans une démarche où il y a de la prescription, il y a de la norme obligatoire, il y a de l'interdiction qui arrive. Donc voilà, vous avez d'autres volets à prendre en compte. La France ayant, comme d'habitude, l'habitude de surtransposer plus vite que son ombre, on a un avantage. Alors sur la directive, c'est pas très sûr encore, parce que on est plutôt en avance sur la directive. Oui, c'est-à-dire que comme on est déjà en avance, finalement, pour une fois, on n'aura peut-être pas besoin de transposer, parce qu'on a déjà transposé, bon, même que la directive ne soit pas. Il y a des petits morceaux. Oui, sauf qu'elle s'étend à de nouveaux champs, comme le résidentiel. Exactement. Alors, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra, mais par exemple, on prenait l'exemple du résidentiel et la manière dont est écrit le texte sur les parkings. Aujourd'hui, rien n'exclut dans l'interprétation du texte que l'obligation de mettre des ombrières pour des parkings qui feraient plus de 1500 m² s'impose, et à partir de 2026 ou 28, c'est ça 28 pour 1500 m². Voilà. Donc, en revanche, sur les toitures, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui en résidentiel, mais effectivement, la directive en prévoit dans le cas du neuf. Absolument. Voilà. Donc, c'est, je voulais dire, deux volets accessoires actuels, le dispositif éco-énergie tertiaire et puis l'obligation de solarisation et de végétalisation. Alors, justement, j'ai une question intéressante, c'est que sur l'obligation de solarisation, on me dit comment on se gère dans le contrat, sur les contrats de long terme, en milieu urbain avec
une ombrière ou du solaire en toiture, s'il se construit un immeuble à proximité et que du coup l'ensoleillement est réduit par la présence d'un immeuble. Ah ben, c'est tout le sujet de la conception au départ, hein, c'est-à-dire qu'il faut regarder comment est implanté l'immeuble, quels sont les risques, possibilités De d'implantation à côté. construction Oui, ultérieure. exactement. Les règles du PLU sur la hauteur, etc. Et donc ça va conditionner la manière d'organiser la centrale, et peut-être qu'on se dira que c'est pas une bonne idée tout de suite. Mais pour le coup, dans Vous avez l'obligation... t'as déjà eu le cas d'une système en toiture qui soit pénalisé par la surélévation? Non. Ce qui Non. est pénalisant, c'est souvent les arbres. Oui, Parce que quand on ce construit, ils qu'on sont oublie. petits, et puis quand on regarde 20 ans après, ils sont grands. Mm. Ça fait des masques. L'immeuble d'à côté, alors moi j'ai beaucoup vu des centrales en tissu urbain dense, donc c'est déjà construit en fait. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Et donc, du coup, on passe de la vision de l'arbre de décision et des possibilités aux offres. Alors, Nathalie, Florence, Je vais commencer par laisser la parole à Florence. Ouais. je vous laisse vous organiser. Voilà, sachant qu'on va revenir sur un certain nombre de points qui rentrent un petit peu dans le détail de certains. Oui, je pense qu'on sera tout à fait au diapason sur les questions à se poser. Alors, pour en rajouter quelques-unes, il faut effectivement avoir en tête que la question du photovoltaïque, elle s'inscrit en fait dans un système qui est plus global, qui suit de l'énergie et qui est en constante évolution. Donc on est vraiment sur un système qui est de plus en plus complexe, hyper évolutif. Alors évidemment, en termes d'évolution de paramètres économiques, et on verra que les modèles entre lesquels il s'agit de choisir dépendent de l'ensemble de ces paramètres-là. Il y a tout ce qui est évolution. C'est vrai que quand on va à votre chemin, Florence, on se dit que c'est pas simple de décider. Hein. C'est ça. Moi c'était plus simple chez moi. Mais c'est une réalité, et c'est une réalité qui est de plus en plus présente, et ça va de plus en plus vite. Les choses évoluent très très vite à l'échelle d'un projet immobilier. C'est quelque chose qu'on peut absolument pas ignorer. Donc on a vu effectivement ce qui s'est passé sur les marchés de l'énergie. Il y a des perspectives d'évolution des tarifs de l'utilisation des réseaux. La question des dispositifs de soutien est également clé dans la capacité des opérateurs à pouvoir proposer différentes offres. Et on voit que c'est aussi des choses qui sont en train d'être potentiellement remises en cause et qui pourraient évoluer. Donc c'est dans le cas de vente de l'énergie produite, hein, principalement. Non, en autoconsommation, En autoconsommation aussi. Oui, c'est tout à fait. Les différents dispositifs traitent vraiment des deux, et l'ensemble des dispositifs sont aujourd'hui Vous ne simplifiez pas remis sur la table. J'en suis vraiment désolée. Je pense que ça ne vient pas de Florence. Hein. Bien sûr, bien évidemment. Je pense que la responsabilité est ailleurs. J'en suis convaincu, mais c'est vrai que Vous avez on cherchait avec Florence des réponses et je suis sûr qu'on va les avoir. Vous avez des évolutions importantes aussi en ce moment sur tout ce qui est organisation du marché, notamment du marché de l'électricité, avec la question des contrats, des durées des contrats de fourniture d'électricité, la question des marchés de capacité. Vous avez tout ce qui est apparition du stockage, Oui. tout ce qui est gestion des flexibilités du système électrique, et le photovoltaïque met une certaine pression sur le système électrique. Et donc, c'est des choses qui sont de plus en plus présentes et qui finalement appellent à une certaine intégration des solutions pour pouvoir gérer ces sujets-là. Oui, parce qu'on voit apparaître aussi des systèmes, alors je ne sais pas comment les qualifier, mais photovoltaïques avec batterie, système de régulation. Tout à fait. Et les derniers salons d'industriels que j'ai vus, ça se développe énormément. Alors aujourd'hui, peut-être plus dans la maison individuelle que dans le collectif. Mais on peut imaginer demain que ça vienne se mettre en œuvre aussi pour ces raisons de capacité et de gestion des pics de puissance en adossant du photovoltaïque avec de la batterie locale. Tout à fait. On a effectivement, on l'a vu, une activité réglementaire qui est importante, mais il faut avoir en tête que dans ces changements, il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à l'évolution des technologies, à l'évolution du numérique. Il y a beaucoup de choses qui vont effectivement très vite, et tout ça, c'est susceptible finalement d'impacter assez fortement la structure des offres qu'on peut faire. Oui. Et notamment, vous voyez les grands fabricants de tableaux électriques qui aujourd'hui proposent sur le marché des tableaux qui sont quasi intelligents sur la gestion de réseau, stockage, revente,
mis sur l'autoconsommation. Enfin, on est sur des systèmes qui, il y a 2 ans, on n'imaginait pas qu'ils soient aussi vite sur le marché. Exactement, et aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est encore une fois la question de l'intégration des flexibilités dans toutes ces solutions-là, et donc toutes les questions d'association finalement de flexibilité avec la production photovoltaïque et également les usages électriques. Donc, effectivement, c'était juste un petit rappel en complément de ce qui a été dit tout à l'heure. Je voulais juste rajouter, effectivement, il y a toute l'électrification des usages qui est aussi assez importante et qui permet d'avoir de nouveaux outils, mais comme le véhicule électrique, qui va permettre aussi de faire du stockage, des stockages, et donc l'intégration vraiment du bâtiment et dans l'ensemble de son environnement, et puis le bâtiment en fait, on passe sur une notion de système. Voilà, en fait. j'ai vu des opérations tertiaires où le décentralisé. système photovoltaïque sert en premier usage à alimenter les véhicules en charge, puisque c'est dans des bureaux. Tout à Et fait. les véhicules sont souvent en charge dans les bureaux dans la journée. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le photovoltaïque est en train de devenir finalement une brique de base de systèmes énergétiques plus complets, plus intelligents, optimisés, etc., et qui ont vocation à se compléter et à évoluer au fil du temps. Et donc sur des projets qui sont effectivement des projets qui mettent un certain temps à se construire, ensuite qui vont vivre assez longtemps, il faut avoir en tête cette dynamique-là. Donc vous faites bien de le rappeler sur les obligations. Comme Voilà. a dit Olivier, Vous l'évoquez on est tout- passé de l'incitation à l'obligation. Tout à fait. Donc, comme Maître Ortega le rappelait tout à l'heure, effectivement, beaucoup d'obligations sont apparues dans les textes, notamment depuis les lois énergie-climat et climat-résilience, et puis la loi du 31 mars de l'an passé sur l'accélération de la production ENR. Donc, avec des obligations de mise en œuvre de solarisation sur des bâtiments non résidentiels, neufs et en grande rénovation, supérieurs à 500 mètres carrés d'emprise au sol. Donc depuis juillet 2023, c'était pour les bâtiments industriels, tout ce qui était les locaux commerciaux. Mais toujours avec la possibilité de choisir entre photovoltaïque ou végétalisation. Ombrage, oui. C'est une obligation d'ombrage, mais avec des limites qu'on va voir après sur le fait qu'un bâtiment neuf, il devient un moment existant. Donc voilà, sur tout ce qui est supérieur à 1000 mètres carrés, c'était, pour depuis juillet 2023, supérieur à 1000 mètres carrés, avec l'introduction des parkings. Et puis, à partir de janvier 2025, là, on descendra sur du 500, sur tout ce qui est entre 500 et 1000 mètres carrés, notamment pour tout ce qui est scolaire, grands bâtiments publics, etc. Et les bureaux. Donc, alors effectivement, comme on disait, ça peut être de la végétalisation ou de la solarisation. C'est vrai que dans le contexte actuel financier, la végétalisation apporte ce que disait Maître Ortega tout à l'heure. La végétalisation n'apporte pas finalement un gain, alors que la solarisation est susceptible d'en apporter un. Donc effectivement, fait baisser la température et en milieu urbain, l'été, c'est pas neutre non plus. Alors, oui. Ça peut répondre derrière aux obligations de la RE 2020 sur le confort d'été. De toute façon, la RE 2020 ayant supprimé tout l'avantage d'installer du photovoltaïque autre que l'autoconsommation, effectivement, là, on est sur des injonctions un peu contradictoires dans le neuf, avec une RE 2020 ne tient pas compte de toute autre production que l'autoconsommation à minima. Pas sur le tertiaire. Pas sur le tertiaire, effectivement. Pardon, tu as raison de me corriger. Sur le résidentiel. Sur le résidentiel, c'est ne présente pas d'intérêt, alors que sur le tertiaire, c'est possible. Absolument. Oui. Tu fais bien de me corriger, oui. Justement parce que il a été tenu compte de l'obligation qui était faite sur le tertiaire. Donc la RE 2020 a corrigé ce biais pour le tertiaire. Et obligé de bouger la RE 2020 dans le neuf sur le résidentiel, avec l'obligation qui se met en place sur les grandes surfaces, notamment de parking qu'on évoquait tout à l'heure. Quand vous avez un parking de 1500 mètres carrés, ça va assez vite en fait. Sur une opération en seconde couronne parisienne ou sans descendre dans le rural, mais dans certaines métropoles, l'opération de 100 logements, vous allez assez vite trouver, si les parkings sont extérieurs,
ces 1500 mètres carrés de surface de parking. Oui, il faut considérer que c'est une 60aine de places à peu près. C'est ça. Puisqu'il faut équiper à peu près la moitié de la surface, et donc ça correspond à peu près à ça. Et c'est atteint assez rapidement. Et ça atteint assez vite. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des obligations qui s'appliquent pour le tertiaire neuf et le tertiaire en rénovation globale. Il y a de nouvelles obligations qui ont été évoquées aussi avec la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, donc, qui est sortie en avril 2024. Alors là, les dispositions ne sont pas encore transposées, donc on n'a pas le détail de ce qui va être mis en place. En tout cas, ça va étendre, on le sait, une partie des obligations sur le résidentiel, qui n'y était pas aujourd'hui. Donc le résidentiel neuf, en tout cas, après, à regarder, parce que ce qu'on voit assez souvent, c'est que le résidentiel, enfin la rénovation, suit de très près le neuf, c'est ce qu'on a pu voir ces derniers temps dans les textes. Voilà. Donc, avec une application prévue au plus tard, au 31 décembre 2029, mais comme on sait aussi que finalement les acquéreurs sont de plus en plus enclins à vouloir être attentifs, en tout cas, à l'énergie entrant dans leur bâtiment et à la décarbonation, également. Ça peut être aussi un ajout de valeur sur le bâtiment que de le proposer en silence de phase. Ça va devenir le phase. standard, finalement. Comme ça va devenir le standard. Sur le résidentiel neuf, donc pas d'obligation, sauf celle qui s'impose sur les parkings à partir de 2028. Sur le résidentiel neuf, il y aura vraisemblablement des obligations. Oui, mais là, pour le moment. À ce stade, oui, à ce tout stade. à fait. Oui, Moi, je m'adresse à mes adhérents aujourd'hui qui déposent un permis. La seule obligation qu'ils ont, c'est quand il y a un parking extérieur. Point. Oui. Par contre, l'intérêt qu'évoquait Olivier, c'est d'avoir une division au volume avec un prestataire qui vient installer une centrale sur le toit avec une durée limitée, qui demain permettra peut-être de respecter l'obligation sur l'existant. Qui peut-être interviendra dans les années à venir. Donc c'est pour reprendre vos propos à vous trois, c'est une manière peut-être d'anticiper sur l'avenir en faisant porter à un tiers un investissement qui aujourd'hui n'est pas obligatoire et n'est peut-être pas le premier investissement que ferait le promoteur ou le collectif de futurs acquéreurs. Et en préservant l'avenir. Donc peut-être une solution à réfléchir. Il y a de plus en plus de propositions de ce type. Alors moi j'ajouterais, si vous voulez bien, que le fait d'externaliser le financement, il a aussi une conséquence qu'il faut bien mesurer, c'est que celui qui va au final financer la centrale, c'est l'abonné, celui qui va consommer l'électricité. C'est pas forcément le propriétaire. Parce que s'il est propriétaire occupant, c'est une chose, s'il ne l'est pas. Donc on modifie quand même la manière de faire, et c'est assez intéressant pour un propriétaire non occupant de pouvoir faire financer finalement par un tiers, l'abonné, la centrale qui sera sa propriété 20 ans plus tard. Donc c'est pas neutre. C'est un sujet intéressant. Merci Olivier. Voilà, et puis justement, on rappelait les dates sur les parkings, sur l'obligation sur les parkings. Effectivement, alors plus de 10 000 mètres carrés, c'est des opérations un peu plus rares, mais c'est à partir de juillet 2026 et puis juillet 2028 pour les 1500 mètres carrés, les supérieurs à 1500 mètres carrés, qui là, du coup, va s'appliquer pour beaucoup plus de cas. Si on regarde les solutions de valorisation, alors ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est toujours bon de bien redéfinir quelles sont ces solutions. Il y a une solution qui est la vente en totalité. Donc, autrement dit, toute l'énergie produite est revendue sur le réseau par le biais d'une obligation d'achat ou d'un acteur de marché. Les deux sont possibles. Mais donc le producteur revend la totalité et on est moins sur les difficultés de répartition. La deuxième solution, c'est l'autoconsommation individuelle. Donc, ce qui signifie que le producteur est le consommateur et qu'on est bien sur le même point de livraison. S'il y a deux points de livraison, on n'est plus dans l'autoconsommation individuelle. Cette notion de point de livraison est importante. Cette notion de point de livraison est importante. Dans un collectif, il y a plusieurs points de livraison. Voilà. Donc typiquement, ça va être le point de livraison à choisir, si éventuellement il y en a plusieurs, des communs de l'immeuble. Voilà.
Donc, Mais il faut qu'il qu'il usage soit- collectif. Voilà, il faut qu'il soit unique. Si vous avez plusieurs points de livraison parce que vous avez plusieurs départs d'ascenseur et qu'il y a des contrats séparés, ça ne fonctionne pas. Il faut Alors, un ça- seul. Voilà. Ou alors, il faut plusieurs installations qui sont chacune en autoconsommation individuelle. On le voit parfois. On le voit. Donc l'autoconsommation individuelle, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le surplus peut être vendu. Avec l'idée d'optimiser au maximum ce qui est autoconsommé. Donc là aussi interviennent derrière les notions de stockage, peuvent intervenir les notions de stockage et de flexibilité. Donc autoconsommation individuelle, avec un seul consommateur, Un seul point de livraison. un seul point de C'est livraison. important de le dire parce que Et puis le reste peut être injecté pareil sur le réseau et revendu soit par le biais de l'obligation d'achat, donc qui est très simple si on est en maison individuelle, voilà, un peu plus compliqué quand on est sur des dispositifs importants, et puis ou par le biais d'un acteur de marché. Et enfin, l'autoconsommation collective. Alors c'est vrai que les gens ont tendance à se dire, bon, c'est un peu simple, on va regarder les différents besoins dans le bâtiment, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, l'électricité elle peut être consommée soit physiquement dans le bâtiment, donc par exemple avec une partie en autoconsommation individuelle, une partie sur les parties privatives du bâtiment, donc sur d'autres points de livraison. donc là, on peut avoir plusieurs points de livraison. Tout à fait. Donc là, on C'est peut fait avoir plusieurs points de livraison, ou pas du tout sur le bâtiment, Mais, mais extérieur. en revendant sur des réseaux extérieurs et en trouvant d'autres consommateurs. Voilà. Et le reste, là aussi, qui n'est pas consommé, peut être revendu Sur le réseau. sur le réseau, donc par le biais, de la même manière, de l'obligation d'achat ou d'un acteur de marché. Attention, cela dit, il y a un certain nombre de limites. Je vais Oui, laisser Florence alors vous effectivement, exposer. les limites réglementaires, elles ont évolué plusieurs fois, mais aujourd'hui, on est sur des limites qui sont des limites géographiques. Donc, la limite de base, c'est 2 km, donc ça laisse quand même des possibilités importantes. Et après, plus on va vers des zones qui sont rurales, avec un habitat qui est dispersé, etc., plus en fait, il y a une possibilité d'avoir une distance dérogatoire qui peut aller jusqu'à 20 km dans les zones rurales. En fait, il y a trois catégories. Il y a 2 km, 10 km en semi-urbain, on va dire, et 20 km en zone rurale. Il y a une autre limite qui est liée à la puissance maximale de production cumulée au sein d'une opération qui est de 3 MW. C'est déjà pas mal. Et oui, c'est déjà pas mal. Sur En les puissance, projets c'est dont pas on mal. parle, ça, globalement, c'est pas. Alors, ça peut arriver sur des très gros projets tertiaires, type entrepôt. Ou, voilà, Anthropologistique, on oui. peut atteindre des puissances très importantes, mais pour la plupart des projets, effectivement, ça suffit. Donc là, typiquement, je fais un immeuble neuf quelque part, je veux passer en autoconsommation collective, je peux mettre une installation sur les parkings et au toit et me mettre d'accord avec des voisins pour qu'ils alors- puissent utiliser l'installation que je viens de créer. Alors, la théorie, effectivement, oui, ça, c'est techniquement tout à fait possible. Après, il faut avoir en tête que ça ajoute une complexité qui est quand même significative en termes de montage, d'appropriation. Quand on est face à des acquéreurs, ça amène beaucoup, beaucoup de questions supplémentaires. Et donc, il faut quand même viser de rester dans une complexité raisonnable. Donc, nous, ce qu'on a tendance à privilégier sur des projets immobiliers, c'est quand même, dans la mesure du possible, de rester au périmètre en fait du projet, donc typiquement de la copropriété, les projets qui sont entre différents lots, différents preneurs, etc. Ça met un niveau de complexité qui est quand même Qui est lié à difficile quoi à tenir dans la durée. Sur l'autoconsommation collective, alors déjà il y a une obligation dans la loi qui consiste à ce que tous les producteurs et consommateurs soient rassemblés au sein d'une personne morale, qui est celle qui va gérer l'opération, gérer les règles de répartition, assurer la gouvernance finalement de cet ensemble. Dès que vous parlez de gouvernance, donc on voit déjà ce que ça donne à l'échelle d'une Oui, copropriété. mais enfin, c'est pas c'est- plus compliqué qu'une ASL ou une AFUL. Non, mais c'est Pareil, hein. mais c'est des complexités à peu près similaires lié, sur c'est un lié. voilà sur des quantités d'énergie qui sont pas forcément importantes. Donc c'est une question, il n'y a rien d'impossible, mais il faut arriver à doser effectivement l'effort qu'on veut mettre là-dessus. Donc c'est vraiment une question de choix et on revient sur effectivement ce qu'on se disait tout à l'heure sur les questions à se poser et sur lesquelles on va Mais revenir. je crois que dans ce que vous présentez, je veux bien que vous remettiez juste le schéma parce qu'il est très bien dans l'autoconsommation collective. Il y a quand même deux variétés. Il y a Tout à l'autoconsommation collective à l'échelle du bâtiment, et là, moi, je Oui. souscris à ce que vous dites,
où c'est assez simple. On a plusieurs consommateurs, les lots par exemple dans un résidentiel, et les parties communes, parties privatives, pour faire simple. Celle d'à côté, qui est l'autoconsommation collective dite étendue, Tout à fait. elle est entre plusieurs bâtiments. Celle-là, on la voit quand vous construisez par exemple un nouveau quartier, un smart city, éco-quartier, enfin on l'appelle comme on veut, où là, on reste dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est à l'échelle du projet, c'est-à-dire que dès le départ, Oui, ça reste à l'échelle. voilà, et on Il y a va pas intégré créer de une l'existant. structure morale collective qui va détenir la propriété de l'installation pour le compte de l'ensemble de ceux qui participent à l'opération. Donc d'avoir une ASL ou une AFUL propriétaire des centrales photovoltaïques en collective étendue, c'est pas une mauvaise idée, et la personne morale organisatrice, elle va couler de source. Mais on est à l'échelle du projet. C'est À ça. chaque fois, c'est bien exactement l'idée. ça. D'accord. Alors, très rapidement, et ça va tout à fait aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est extrêmement important, c'est de se poser tout un tas de questions sur ce qu'on veut faire, parce qu'il y a une diversité de situations, de solutions, et donc pour aller vers les bonnes solutions, les bonnes offres, il faut se poser un certain nombre de questions. Donc la première, on en a largement parlé, c'est la question de la réglementation, qui est quand même clé. Il y a les questions de solarisation, on a également évoqué le décret tertiaire, il y a également la question de la mobilité électrique qui monte en puissance et qui est de plus en plus liée aux questions de photovoltaïque pour des questions d'optimisation du système électrique. La deuxième question importante, on en a parlé aussi, c'est l'horizon de réalisation. C'est des éléments très importants parce que la réglementation est évolutive. Les dispositifs de soutien, ils évoluent aussi. Donc, il y a des projections à faire sur ces questions-là. Et il y a aussi une évolution de tout ce qui est solutions techniques et offres, finalement, qui sont proposables. C'est-à-dire, on est en capacité de vous proposer des solutions qu'on n'a pas forcément en magasin aujourd'hui, mais qu'on sait qu'on aura à l'horizon de réalisation du projet. Donc c'est un élément clé pour nous, pour vous proposer des solutions qui sont adaptées. Un élément extrêmement important, c'est quelle va être l'occupation et l'utilisation des bâtiments. Donc il y a principalement deux questions derrière ça. Il y a la question des usages électriques, on en a parlé, c'est extrêmement important pour tout ce qui est autoconsommation. Qui dit autoconsommation, dit D'ailleurs, usage en électrique, autoconsommation collective, le producteur fixe le prix du kilowattheure ou c'est régulé? Alors, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il y a plein d'opérations qui se font sans qu'il y ait une notion de prix du kilowattheure. On pourra y revenir peut-être dans les questions. C'est une question d'ailleurs. Si ça vous va bien. Mais alors, la question est longue et un peu compliquée. Donc si ça vous va, je vous propose plutôt d'y revenir dans les questions. Je comprends pourquoi on nous a posé la les questions là. Une bonne question en tout cas. C'est donc une bonne question. Merci beaucoup, Patrick. Oui, c'est une très bonne question, mais effectivement, la réponse n'est pas simple. J'ai peur que ça nous fasse un petit peu trop dériver. Mais une autre question, c'est donc effectivement quand on est en autoconsommation collective étendue, on a bien une copro ou plusieurs et une ASL. Alors c'est souvent comme ça qu'on fait, il n'y a pas d'obligation. Mais très souvent, à l'échelle d'un projet vaste, avec plusieurs bâtiments, bureaux, logements, commerce, on va prendre le cas où c'est mixte, on peut mettre les installations de production d'énergie en général, et centrales photovoltaïques en particulier, dans une structure de détention collective, ce qui est plus simple. C'est plutôt comme ça qu'on fait, mais il n'y a pas d'obligation. Okay, très bien. Le montage est complètement libre, il y a énormément de possibilités qui dépendent beaucoup des cas d'usage. C'est pour ça qu'il faut se poser justement la question donc, sur les usages pour les questions d'autoconsommation et de choix finalement du modèle, et aussi la question des acteurs, c'est très important puisque dès lors qu'on envisage éventuellement ces questions de partage d'énergie entre les acteurs, c'est important de savoir finalement qui va être le producteur, qui vont être les consommateurs, quelles sont les relations, est-ce qu'il y a des logiques aussi peut-être de priorité de certains consommateurs par rapport à d'autres. Et donc dernier point, c'est effectivement finalement la philosophie du projet, les objectifs du projet, qui vont déterminer aussi fortement ce qu'on peut proposer en termes d'attente, de priorité, de contraintes éventuelles pour les projets. De fait, on va passer assez rapidement, mais effectivement, il y a tout un microcosme qui a été développé par le groupe EDF
autour de ces sujets. À la fois, on a une filiale qui a été spécialisée plutôt sur installation, exploitation, maintenance du photovoltaïque purement. Et puis il y a tout ce qui est autour de l'agrégation, de la flexibilité, avec des solutions qui ont été développées et les contrats de performance énergie et carbone globaux qui ont été faits. Voilà. Et le lien avec la mobilité à travers Isivia. Ouais, on peut avoir un contrat avec FENR donc en fait, finalement. Tout à fait. On en y vient juste après. Tout à fait. On peut faire des combinaisons. Le principe, c'est effectivement que ce soit évolutif aussi, parce que le projet peut l'être en fonction de l'évolution des usages. En fait, on a l'écosystème qui va autour du photovoltaïque qui permet d'envisager effectivement pas mal de choses. Du coup, je vais donner juste 3 exemples très rapidement qui illustreront les propos qu'on a évoqués. Donc aujourd'hui, en termes de financement, donc il y a effectivement, comme ça a été dit, une diversité de solutions de financement, mais il faut avoir en tête qu'elles ne sont pas toutes forcément adaptées au même type de mode de valorisation de la production. Aujourd'hui, notre filiale EDF ENR en propose principalement 3. Donc la première, c'est du tiers investisseur. Donc c'est EDF ENR qui va venir s'installer sur la toiture avec un bail. Généralement, c'est un bail qui est très long, 30 ans, et qui va être le producteur. Donc après, ça veut dire que le preneur ou les occupants ne s'occupent de rien. Ils vont simplement toucher un loyer. Et au bout de 30 ans, la propriété de l'actif? Et la propriété de l'actif, ça reste de toute façon la propriété d'EDF ENR. Mais au bout de 30 ans, c'est à peu près la durée au bout de laquelle on considère que l'actif est amorti. Alors si c'est possible de tirer un peu plus loin, il est possible de prévoir un contrat de prolongation par exemple. Mais en tout cas, il n'y a pas de cession prévue sur ce contrat-là. Donc ça, c'est une solution qui est une solution, on va dire la plus simple, mais qui est une solution qui est adaptée à la vente en totalité, principalement. Si vous voulez aller sur l'autoconsommation individuelle, Nathalie a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est que le producteur et le consommateur doivent être la même personne. Et donc ça veut dire que le consommateur, donc typiquement la copropriété par exemple, il faut qu'elle soit elle-même productrice. Donc on ne peut pas être sur le premier contrat qu'on a évoqué. Et donc on a une solution de financement qui est faite pour optimiser des contrats en autoconsommation individuelle. Donc on a 2 options, soit location-vente, soit crédit-bail. Bon, c'est des petites subtilités qui sont liées à la question de la possibilité d'acquisition en fait, de la centrale en fin de contrat. On est sur des durées plus courtes qui vont être entre 10 et 20 ans. Notre filiale a lancé ce matin, là, j'ai vu ça dans la presse, une offre qui permet d'avoir accès à ce type d'offre, y compris pour des surfaces plus petites, puisque c'est à partir de 100 mètres carrés de toiture disponible qu'on peut le proposer, avec un contrat qui sur une durée de 10 ans, mais il y a des contrats sur des durées plus importantes où on peut aller jusqu'à 20 ans. Et là, il y a l'acquisition pour 1 € symbolique à la fin du contrat. Et enfin, le clé en main, donc ça c'est simplement l'acquisition de la centrale. Donc là l'avantage c'est que c'est compatible effectivement avec tous les types de valorisation. Et quand on parle d'autoconsommation collective, le retour d'expérience qu'on a, c'est que c'est vraiment celui qui permet le plus facilement l'adhésion des participants et qui génère le moins de difficultés, le moins de questions. Donc c'est à prendre en compte si on fait ce choix-là. Très vite, sans rentrer dans le détail, sur la question de la convergence photovoltaïque et mobilité électrique. Donc aujourd'hui, on s'est proposé des offres qui combinent ombrière photovoltaïque et borne de recharge intelligente avec une approche qui est complètement évolutive puisqu'on développe de plus en plus des algorithmes d'optimisation, donc de l'autoconsommation, mais aussi de smart charging qui permettent d'aller chercher une valeur supplémentaire liée au marché de l'énergie. Donc ça vous permet de cocher effectivement tout ce qui est réglementaire, mais ça permet aussi d'optimiser le coût des travaux, de faire les deux en même temps. On peut aller effectivement vers l'optimisation et vous avez accès à tout ce qui est service, notamment autour des bornes de recharge, donc tout ce qui est suivi des accès aux bornes, suivi des recharges et solutions de facturation des utilisateurs. Et le dernier exemple que je vous donne ici, donc c'est sur l'autoconsommation collective. Donc on a une offre de service complet sur l'autoconsommation collective. Donc tout ce qui est appui au montage, gestion de l'opération qui se fait avec notre plateforme numérique qui facilite l'autoconsommation collective, qui est accessible par l'ensemble des participants
à l'opération et on gère aussi tout ce qui est nécessaire autour de la valorisation du surplus et de la responsabilité d'équilibre. Donc on a une expérience qui est une des plus longues du marché, hein, puisqu'on a un retour d'expérience de premier projet, on l'a démarré en 2017, on a fait tout le processus de la conception générale jusqu'aujourd'hui en exploitation. Ça fait 2 ans que l'opération est effectivement ouverte. On a une diversité de cas d'usage de preneurs sur des projets immobiliers, que ce soit du logement social, des copropriétés, du tertiaire. Et on a donc cette plateforme qui permet d'assurer que ensuite le projet va bien se passer dans la durée, ce qui n'est pas complètement évident compte tenu de ce qu'on évoquait, du fait qu'il y a quand même une certaine complexité autour de ces projets-là. Et donc il faut vraiment se poser la question derrière de comment le projet va pouvoir vivre. Juste par rapport, enfin, et puis il faut peut-être répondre à la question sur le prix Oui. qui était posée tout à l'heure, mais c'est en lien, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en autoconsommation collective, il est important d'informer le gestionnaire de réseau sur la répartition qui est faite, puisqu'on a, et ça c'est un point important, donc il faut savoir gérer qui consomme quoi, et avoir toutes ces données, pouvoir les remonter au gestionnaire de réseau pour qu'il puisse le déduire des factures finalement de chaque Mais en fait, quand fournisseur. vous dites qu'il n'y a pas de prix, c'est parce que c'est de la déduction de kilowatts des fournisseurs. Alors, c'est juste que ça dépend du modèle qu'on choisit. Et en fait, on n'est pas obligé d'aller sur un modèle de vente d'électricité. Et aujourd'hui, c'est quand même partir sur un modèle de vente d'électricité, c'est prendre certains risques par rapport aux dispositions réglementaires. C'est-à-dire, c'est assimiler de la fourniture d'électricité. Donc, il y a les obligations de fournisseurs d'électricité qui s'appliquent. Il y a une disposition de la loi accélération des énergies renouvelables qui prévoit d'être titulaire, que le producteur soit titulaire d'une autorisation administrative pour avoir le droit d'exercer ça. Et donc, aujourd'hui, nous, ce n'est pas forcément les montages qu'on recommande. Le montage, c'est plutôt de déduire les kilowatts. Exactement. Des factures. C'est typiquement sur une copropriété et les exemples que j'évoquais fonctionnent comme ça. Donc on est effectivement sur une centrale qui fait partie de la copropriété et ensuite il y a simplement, donc ça veut dire que les frais associés à la centrale ils sont dans les charges, hein. Et il y a simplement ensuite une adhésion volontaire des occupants, qu'ils soient copropriétaires ou locataires dans les logements, pour bénéficier finalement d'une répartition avec des règles qui sont fixées dans le cadre d'une association qui a été montée et qui a été finalement validée au moment de la première assemblée générale de copropriété. Et donc ça permet d'éviter d'être dans des approches de vente d'électricité et donc d'éviter un risque qui nous semble déraisonnable à l'heure actuelle. On verra comment les choses évoluent, mais en tout cas... il faut avoir en tête que vendre de l'électricité, quel que soit le cadre, c'est pas du tout neutre. C'est plus complexe, c'est plus compliqué que de passer dans un modèle de déduction du kilowatt produit. Okay. Voilà. Donc c'est des choses qui sont possibles techniquement, tous les montages sont possibles, mais il y a une question de choix de modèle qu'il faut vraiment faire en fonction, encore une fois, du projet, de toutes les questions qu'on a vues auparavant, et ça fait partie effectivement de ce qu'on est capable de proposer quand on réfléchit au bon modèle adapté au projet. Parfait. Et de toute façon, il n'y a pas de prix régulé sur la question de est-ce qu'il y a un prix régulé. On est sur des choses qui sont complètement libres, mais avec des contraintes, des règles à respecter. Merci beaucoup, Florence. Merci, Nathalie. Et donc, les contacts sont là. J'en profite pour répondre à la question. Oui, toutes les présentations seront disponibles. Un petit astérix près que tu m'as fait savoir. Et vous aurez bien sûr tous les contacts dans les présentations et le replay. Alors, je passe tout de suite la parole à Pierre Velle, Socotec. Pierre, vous nous entendez ? Très bien, bien. Écoutez, Pierre, voilà, je vous laisse la parole et puis quand vous voulez changer de slide, vous me dites slide suivante et ça nous permet d'avancer. Donc, Pierre, vous allez évoquer la partie faisabilité technique, mise en œuvre que vous rencontrez tous les jours au sein de Socotec. À vous la parole. Tout à fait. Alors, je vais attendre que peut-être la présentation se projette, mais l'idée, c'est d'aborder la phase d'après, c'est-à-dire la phase de faisabilité technique et réglementaire des projets. Une fois passé les étapes de montage juridique, etc., c'est comment on aborde ce projet. Peut-être qu'on peut mettre la première slide si c'est possible.
Parfait. Voilà, donc l'idée, c'est quand même que ces projets photovoltaïques qui sont très enthousiasmants peuvent parfois générer de la déception quand on compare les gisements qu'on a imaginés au départ de son projet, donc un gisement qu'on peut appeler un gisement brut finalement, qui est basé sur un ensoleillement théorique, et puis une fois qu'on rentre dans le projet et qu'on prend en compte ces contraintes réglementaires et techniques, on se rend compte que le gisement photovoltaïque net final est moindre par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et donc l'enjeu, c'est de prendre en compte ces contraintes techniques et réglementaires le plus en amont possible pour optimiser son projet. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Les contraintes, voilà, les contraintes techniques et réglementaires qu'il faut prendre en compte le plus en amont possible, si on essaie de les résumer, c'est celles-ci. Alors, elles sont différentes selon qu'on parle d'existant, de rénovation ou bien d'installation neuve. Mais il y a effectivement tout d'abord l'ensoleillement. Est-ce qu'on a des masques? Est-ce que sur quelle surface on va pouvoir poser des panneaux photovoltaïques? Ensuite, on a le sujet des installations techniques qui a été un peu évoqué dans les premières parties avec est-ce que c'est compatible avec l'usage de la toiture? Est-ce que avec les installations techniques qui sont prévues pour le projet, est-ce que je vais pouvoir installer les panneaux photovoltaïques que j'ai prévus avec les cheminements pour aller réaliser la maintenance qui sont à prévoir, etc. Il y a la question évidemment du raccordement. Où est-ce que je me raccorde? Est-ce qu'il va falloir que je prévoie des réseaux complémentaires, ce qui peut impacter évidemment le bilan? Il y a la question des produits dangereux. Est-ce qu'il y a de l'amiante sur la toiture? Il y a aussi dans les enrobés existants avec des présences possibles de HAP. Donc là, c'est pour la partie ombrière, donc il y a ces coûts à intégrer. Il y a évidemment en premier lieu des contraintes d'urbanisme aussi. Est-ce que j'ai le droit simplement d'aller poser des panneaux photovoltaïques en toiture? Puis il y a un gros sujet, c'est celui de la solidité du bâtiment. Donc il y a la solidité de la structure. Est-ce que la structure va pouvoir supporter la charge des panneaux photovoltaïques, et celle du clos couvert, puisque le système photovoltaïque va impacter forcément le clos couvert du bâtiment. Et puis il y a le sujet de la sécurité incendie avec des règles de mise en œuvre à respecter. Est-ce que j'ai des ouvrages qui sont classés RP à proximité, donc je dois maintenir des distances minimales par rapport à ceci? Où est-ce que je positionne mes onduleurs? Est-ce qu'il faut que je prévoie des autorisations de travaux? Comment je chemine à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment? Ça, ce sont des sujets à prendre en compte de manière le plus anticipée possible et qui sont finalement faciles à prendre en compte. Alors je vais faire un petit zoom sur les sujets de solidité du bâtiment, puisque c'est quand même un sujet récurrent. Alors déjà être positif, donc poser des panneaux en toiture, c'est une bonne idée. C'est un gisement de surface qui est important, c'est pour ça qu'on a tant d'incitations à le faire. Ça consomme pas de foncier, on n'a pas de concurrence d'usage, à l'exception évidemment des installations techniques qu'il faut évidemment prendre en compte. C'est un levier de financement pour la rénovation de toiture, avec les interfaces avec le décret tertiaire, et ça peut être également pertinent dans le cadre de l'autoconsommation, quand on a des gros besoins énergétiques locaux notamment. Donc ça, c'est vraiment pour rappeler le contexte. La solidité de la structure, en gros, les panneaux plus le système d'intégration, c'est de l'ordre de 15 kg par mètre carré environ. Alors évidemment, il y a une variation qui est importante en fonction des systèmes d'intégration qui existent, mais globalement, les semi-intégrés posés sur des toitures terrasse, c'est à peu près 15 kg par mètre carré. Donc évidemment, l'impact de cette surcharge va être différente en fonction de la structure existante. On ne va pas avoir les mêmes renforts à prévoir s'il y a du béton, du bois, du métal, de la maçonnerie. Il n'y a pas le même risque sur la structure que ça représente. Alors, l'idée, c'est de réaliser le plus en amont possible une analyse de risque, en fait, au moment de la faisabilité des installations photovoltaïques. Alors, on peut éviter de se lancer dans des diagnostics techniques très en amont parce que le projet n'est pas fiabilisé, donc on n'a pas envie d'aller recalculer toute une structure. Ça, je parle vraiment dans le domaine de l'existant. Néanmoins, il est possible de faire des analyses de risque sur des bâtiments pour voir s'il y a une bonne probabilité pour que la structure passe ou ne passe pas. Ça, déjà, ça permet de fiabiliser le gisement photovoltaïque final dont je parlais tout à l'heure. Après, évidemment, donc comme il est marqué là, on a des possibilités maintenant très, très faciles pour aller recalculer une structure
en allant relever les éléments, en faisant des moyens d'investigation instrumentés. Donc ça, c'est selon la typologie de toiture à laquelle on a affaire. Faire des recalculs, modéliser certains éléments structure et pouvoir se prononcer sur la capacité de la toiture à supporter cette charge de panneaux. Alors, pour ce qui est de l'impact du système d'intégration sur une toiture, donc il y a deux sujets en fait. Il y a déjà le fait que le cycle de vie d'une toiture doit être en cohérence avec la durée de vie de la centrale photovoltaïque qu'on vient poser dessus. Donc ça résonne avec ce qui a été dit avant. Et puis l'impact du système d'intégration sur le clos couvert du bâtiment. Donc ça, c'est bien choisir son système d'intégration. Alors, l'enjeu de la durabilité des centrales dépasse l'horizon de temps de la décennale, donc ça c'est un rappel. Alors, effectivement, la décennale c'est 10 ans. Les cycles de vie des centrales, ça a été dit par mes collègues d'EDF, c'est de l'ordre de 30 ans l'amortissement d'une centrale photovoltaïque. Donc il faut raisonner en fait de cette façon-là, et il faut bien vérifier que l'état de vétusté de la couverture, donc là je parle encore pour l'existant, l'état de vétusté de la toiture est cohérent avec le fait de poser des panneaux photovoltaïques, puisque je ne vais pas m'amuser à déposer les panneaux pour aller rénover ma toiture 5 ans après. Voilà. Ensuite, donc les systèmes d'intégration, c'est juste un rappel, font souvent l'objet de simples enquêtes de techniques nouvelles, même si c'est en train de changer. Donc ça, je ne vais pas m'étaler dessus, parce que je pense que mon collègue de l'AQC va plus détailler ce sujet, mais c'est considéré, si on peut revenir à la slide d'avant, juste 2 minutes, mais c'est considéré comme une technique non courante, les enquêtes de techniques nouvelles. Donc c'est pour ça qu'il y a nécessité de bien choisir son système d'intégration, de faire une analyse au cas par cas en fonction du domaine d'emploi, de l'existant s'il y en a, ou alors du type de bâtiment neuf que vous êtes en train de construire, pour voir si le système est adapté et va être assuré aussi par votre assureur. Donc on peut passer à la suivante. Effectivement, donc pour l'existant, ce qui est possible de faire comme investigation, c'est déjà d'aller regarder l'état de vétusté de la couverture, c'est-à-dire aller regarder son état de santé et voir si sa durée de vie résiduelle est cohérente avec le cycle de vie de la centrale que vous allez mettre en place. Et ensuite, lorsque vous avez un complexe existant, on va se poser la question de savoir si c'est compatible avec le système d'intégration. En gros, est-ce que ma toiture est composée d'une façon qui est compatible avec mon système d'intégration. Ça va dépendre évidemment de la nature de la couverture. Si vous avez un isolant par exemple revêtu d'étanchéité, c'est la classe de compressibilité de l'isolant qui va jouer principalement, avec la nature de la membrane aussi, savoir est-ce que vous allez pouvoir souder des plots par exemple sur cette membrane-là. Il est possible de réaliser des sondages du complexe pour déterminer la composition de la toiture et aller retrouver si absence de DOE, dossier d'ouvrage exécuté de la toiture, la nature de l'isolant, et pouvoir se prononcer sur la capacité du complexe à faire. C'est des sujets qui souvent sont un petit peu complexes parce qu'il faut retomber dans le bon domaine d'emploi du système d'intégration. Et donc voilà, avec ça, on peut se prononcer sur la compatibilité du complexe de toiture avec la pose de panneaux photovoltaïques. Et puis pour conclure, comme on l'a vu précédemment, il y a énormément de réglementations qui sont à prendre en compte. On a, selon qu'on soit dans un cas neuf, existant, on a le décret tertiaire, on a la loi d'accélération des ENR, on a plein de choses à prendre en compte, et c'est important de les prendre en compte justement de manière commune, et d'en faire une stratégie. En fait, ça va dépendre aussi de la stratégie interne. Est-ce que vous voulez faire de la revente, de l'autoconsommation ? Il faut intégrer ça dans une stratégie immobilière, pour moi, si on veut faire des projets qui soient les plus réussis possibles. La démarche, c'est évidemment d'analyser les gisements disponibles, donc en fonction d'un parc immobilier ou alors au sein d'un projet, définir la puissance qui est disponible, et puis, comme je l'ai dit au cours de ma présentation, mais c'est surtout prendre en compte ces contraintes techniques et réglementaires le plus en amont possible dans un schéma directeur que vous réalisez ou au cours d'un projet de bâtiment, pour analyser les risques structurels, la compatibilité avec l'existant, qui vont fortement impacter votre bilan et éviter en fait de générer des frustrations ou des déceptions au cours de vos projets. Merci beaucoup Pierre. Et effectivement, le sujet de la durée de vie de la toiture
se pose aussi dans le neuf, hein. C'est-à-dire que si on a une photovoltaïque qui dure 30 ans, il faut pouvoir intervenir sous le photovoltaïque pour entretenir la toiture. Et c'est un sujet effectivement que vous faites bien de soulever. Eh bien, le temps passant, je passe maintenant la parole à Sylvain Mangili de l'agence Qualité Construction. Alors, normalement, Sylvain, vous allez nous expliquer que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut poser du photovoltaïque sans aucune précaution. Mais je sais que c'est pas vrai. Et vous allez nous pointer les sujets spécifiques dont il faut s'assurer au vu du retour d'expérience sur la sinistralité notamment. Sylvain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Franck. Mais on n'est pas loin de ça, tout va bien, mais malgré tout, il faut effectivement conserver et avoir en tête quelques points de vigilance, et c'est tout à fait l'objet de l'AQC. Je vous propose de regarder la présentation du coup, avec beaucoup de photos. À l'AQC, on aime bien les photos, et je voulais simplement rappeler dès le début effectivement que l'AQC, c'est un endroit indépendant et consensuel. La filière construction est représentée au sein de l'AQC. Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif, et tout ce que je vais vous présenter sera disponible sur notre site internet, et bien sûr vous avez noté le logo dans nos adhérents de la FPI. L'agence qualité construction, c'est effectivement de l'observation des désordres. Alors c'est pas pour stigmatiser un produit, une profession, une filière, encore une fois, c'est vraiment pour après faire de la prévention. Et toute cette prévention, après, elle est disponible à l'ensemble des acteurs et bien sûr à vous, promoteurs. Pour entrer dans le vif du sujet, alors voilà toutes les actions de l'AQC, mais n'hésitez pas à nous suivre. Pour entrer dans le vif du sujet, effectivement, la filière photovoltaïque a connu des sinistres, et notamment des sinistres sériels. Alors ça, c'est des sinistres qu'on n'aime pas beaucoup. Sur la slide d'avant, quelques exemples. Peut-être vous connaissez, je me suis permis de mettre des marques, mais depuis les sinistres, bien sûr, ont trouvé leur solution. Nous avons eu, donc sur la slide d'avant, des sinistres comme par exemple Schoeten, donc un fabricant avec des dégradations de boîtiers qui qui créaient des échauffements allant éventuellement jusqu'à des incendies. C'était un peu la même chose pour des boîtiers de connexion aussi Solar Fabric. Pour vous dire aussi que ce genre de choses, ça c'est déjà un petit peu ancien maintenant. Donc je veux vous rassurer, ce sont des sinistres sériels qui ont apparu il y a une dizaine d'années et qui sont identifiés. Alors pourquoi il y a eu des sinistres sériels dans la filière photovoltaïque? Faut avoir en mémoire quand même que c'est une filière très très dynamique qui a vraiment innové, qui a vraiment progressé. Donc cela peut expliquer un certain nombre de choses. Sur la slide d'après, j'ai remis deux types de sinistres sériels encore identifiés. Aussi anciens, notamment un système avec des systèmes avec des membranes PEHD. On a posé beaucoup de photovoltaïque intégré en couverture, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée qu'on a eue. C'était assez franco-français. Je vous encourage bien sûr à privilégier maintenant la surimposition, c'est vraiment la tendance du marché maintenant, mais effectivement cette intégration a posé un certain nombre de problèmes, et effectivement c'est ce genre de système avec des membranes PEHD qui assuraient l'étanchéité. On a eu des problèmes de dilatation et ont provoqué des soucis et des infiltrations. Autre exemple aussi encore de sinistre sériel, Oversun avec des échauffements anormaux, des diodes au niveau des boîtiers de connexion. Encore une fois, ça peut aller de la perte de production à des départs d'incendie. Donc voilà, des choses assez sérieuses, mais encore une fois, on va dire que c'est le passé. Je reviens sur l'intégration en couverture. Vraiment, c'était effectivement favorisé à une certaine époque, on en est revenu. La logique étant de se dire que plus on demande à un système de faire des choses, plus c'est compliqué à mettre en œuvre, à concevoir et à mettre en œuvre. Typiquement sur l'intégration en couverture, vous voyez ce petit zoom que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Dans 70% des cas, on a eu des problèmes d'étanchéité. Effectivement, le procédé photovoltaïque devait réaliser l'étanchéité de la couverture. Et ça, c'est un vrai métier de couvreur ou d'étancheur. Et dans 30% des cas, des problèmes électriques. J'en ai cité quelques-uns avec des sinistres sériels. Il y a d'autres raisons aussi, j'y reviendrai après. Et ça, c'est un vrai travail électricien. Donc vous avez compris qu'il faut une certaine double compétence pour l'intégration en couverture, qui est pas forcément simple. Et la logique de mettre des procédés qui potentiellement
créer de la chaleur et au contact de matériaux de charpente, d'isolation, voilà, ça peut questionner. En surimposition, on n'aura pas ce problème-là, on aura une meilleure ventilation, on aura un contact avec des tuiles en terre cuite, avec de l'étanchéité, en tout cas des choses qui seront plus robustes et moins sujets au départ de feu. Donc voilà, et en plus le panneau photovoltaïque produira encore mieux puisque comme l'informatique, c'est des éléments électroniques qui produisent d'autant mieux et sont d'autant plus performants, qui fonctionnent à basse température. Les désordres d'étanchéité, donc dans 70% des cas, dans le cas de l'intégration en couverture, des choses assez classiques finalement, des défauts d'hébergement, des défauts, alors en partie courante pour certaines solutions effectivement qui étaient peut-être mal conçues, et pour les toitures terrasses aussi, pareil, ça va être des défauts au point singulier la plupart des cas. Donc je vous ai mis quelques exemples. C'est simplement qu'effectivement, peut-être que la personne qui mettait en œuvre n'était pas un couvreur ou un étancheur et ne connaissait pas n'avait pas toutes les compétences effectivement pour intégrer des travaux d'étanchéité et de couverture. Dans 30% des cas, les origines étaient plutôt électriques. Et là, on va retrouver des défauts de branchement, notamment au niveau des onduleurs aussi, des échappements par défaut de sertissage des connecteurs. C'est effectivement une compétence à avoir aussi, là, électrique, mais on dépasse vraiment bien sertir des connecteurs. Ça paraît évident, mais c'est vraiment très important. On peut avoir aussi, dans le temps, des corrosions de connecteurs, donc qui provoquent des résistances et donc potentiellement des échauffements. Bien sûr, l'importance d'avoir des bons cheminements de câbles, des protections. Je rappelle quand même qu'on est en production de courant continu, donc c'est pas neutre non plus sur les conséquences. Et ponctuellement aussi des hotspots qui pouvaient se créer, donc des points chauds vraiment sur les panneaux. Donc voici les types de désordres électriques que nous pouvions avoir. Mais ces types de désordres électriques, alors dans le meilleur des cas, entre guillemets, ça faisait une perte de production, mais dans le pire des cas, ça peut être vraiment des départs de feu, donc du risque incendie. On a eu quelques exemples dans les actualités à une certaine époque, il y a 10 ans en arrière, vous en aviez régulièrement. Il n'y a pas eu de morts liées à des risques incendies connus, mais de photovoltaïque. Malgré tout, c'était important. Donc vraiment, ces départs de feu, ils étaient issus vraiment de formations d'arc électrique, parce qu'encore une fois, on travaille en courant continu. Et c'était vraiment lié à des manques de compétences. Il faut vraiment connaître, être compétent sur le photovoltaïque et donc sur le courant continu. Important d'avoir le bon matériel, bien entendu, des pinces à sertir. Important aussi d'utiliser des systèmes complets, compatibles entre eux. Et éviter, bien sûr, il y avait aussi un certain nombre de contrefaçons de composants électriques qui ont provoqué des problèmes. Dans les facteurs aggravants aussi, c'est les défauts d'entretien et de maintenance. Encore une fois, l'intégration en couverture n'était pas forcément la solution la plus logique et en tout cas la plus résiliente à cause de défauts de ventilation possibles, à cause de la proximité de défauts combustibles. D'une façon plus générale, les problèmes des panneaux qu'on a pu rencontrer, ça peut être aussi de la casse de vitrage. Ça, c'est souvent lié au stockage des panneaux, à leur mise en œuvre. Ça a été cité un exemple d'un intervenant qui revient après et qui pose des outils dessus, qui marche dessus. On peut avoir aussi des choses plus liées aux panneaux, comme des décollages en face arrière, ce qui va permettre d'avoir des reprises d'humidité et donc des problèmes au sein du panneau. Ça peut être des défauts de fabrication ponctuels, bien sûr, des rétractations de protection ou des délaminations. Vous avez quelques exemples. Ces impacts, ça va être de perte un peu de production à des problématiques un peu plus grandes. De façon générale, encore une fois, les panneaux ont vraiment progressé et il y a des certifications qui existent, qui fait qu'on en a de moins en moins. Avec l'INES, donc l'Institut national de l'énergie solaire, qui est aussi un de nos adhérents, on a mené justement, l'idée était de faire du retour d'expérience sur le photovoltaïque. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est posé ces 10 dernières années et aller voir un petit peu comment ça s'est comporté. Alors, on est l'AQC, on a regardé aussi surtout ce qui allait pas très bien, mais je vous rassure, on a aussi quand même des bonnes nouvelles à vous annoncer. Et dans les défauts, bien sûr, on a retrouvé des défauts de conception, ça a été dit, ça a été évoqué avant. Donc faire attention aux ombrages, bien entendu.
ça peut être de la perte de production. On a eu aussi des problématiques de boucle d'induction, donc c'est-à-dire de créer un peu des pièges à foudre, entre guillemets, faire attention à ceci. Donc ça, c'est vraiment de la conception qui est connue, hein, donc qu'on peut éviter facilement. On a eu des défauts d'isolement, des défauts de mise à la terre. Vous avez quelques exemples avec des câbles qui sont mal positionnés, qui sont pas reliés. Et on a eu aussi, donc j'y reviens encore une fois, sur ces connecteurs, des défauts effectivement de connexion. Vous avez quelques exemples, avec notamment la photo du milieu qui est assez intéressante quand même. Ça, ce sont ce genre de choses que normalement on ne devrait pas trouver à l'extérieur en tout cas, et sur du courant continu. Voilà. Toujours dans ce projet de retour d'expérience, on a trouvé aussi donc des problèmes, voilà, de positionnement de câbles et de connecteurs. Vous avez une belle photo à droite. Je rappelle quand même, c'est du courant continu qui circule dans ces câbles et qui ne sont pas protégés, qui sont immergés. Alors il y a des choses qui sont faites pour, bien entendu, mais ça nécessite quand même un peu en conception et en réalisation de finesse. On a eu aussi d'exemples de modules mal fixés. Vous avez un exemple à 3. Donc, vous avez un exemple, pardon, en bas à droite, de panneaux qui, alors peut-être pas s'envoler tout de suite, mais en tout cas, les fixations ont bougé ou ont été mal réalisées d'entrée, donc il faut faire attention. On a eu donc des hotspots, bien sûr, on a eu du micro-fissurage, donc ça lié certainement à quelqu'un qui a marché sur le panneau pendant les réalisations ou après, pendant la maintenance. On a eu des casses de panneaux, vous avez une photo au milieu. Alors là, c'est plus une notion de vandalisme, hein. C'est pas de la grêle, même si la grêle des gros événements de grêle peuvent impacter effectivement le photovoltaïque. Là, c'est vraiment un exemple plutôt de vandalisme, quelqu'un qui a acheté un caillou, typiquement. Et vous avez, bien sûr, ça a été dit aussi, en termes de perte de production d'électricité, et ben le nettoyage des panneaux, puisque c'est voilà, c'est un masque aussi. Si on vient pas nettoyer, on a de plus en plus souvent maintenant des remontées de pluie de sable, ce genre de choses. Donc effectivement, il faut s'adapter et nettoyer régulièrement les panneaux. Un point de vigilance aussi sur la réparation, parce que comme tout matériau, on peut avoir des défauts ponctuels. Et c'est important de pouvoir les réparer. Et ça, c'était une problématique aussi avec, encore une fois, une filière qui innovait énormément, avec des panneaux qui changeaient régulièrement. Donc on avait des problèmes de suivi de panneaux et de compatibilité du coup des nouveaux systèmes. Problème que ça soit de la taille, que ça soit de la compatibilité électrique ou d'emboîtement. Voilà, des problématiques aussi de puissance. Vous avez quelques exemples. J'aime bien la photo en bas à droite aussi. Vous voyez un patchwork de panneaux. Ça, c'est vraiment, c'est bien. On a fait l'entretien maintenant, et on a dû trouver des solutions, mais on n'avait plus les mêmes matériaux disponibles pour changer. Ça a été abordé effectivement un petit peu l'analyse des risques. Alors vous avez ce tableau issu de l'AQC, alors qui peut paraître complexe comme ça, mais en fait qui est relativement simple. C'est de se dire que simplement, encore une fois, vous êtes intervenant, vous êtes prescripteur, vous avez une responsabilité. C'est le monde de la construction, vous avez une responsabilité, notamment cette fameuse RCD, responsabilité civile décennale. Et bien entendu, il faut s'assurer pour ça. Et le langage assurantiel et le langage construction, donc les règles, voilà, les règles de l'art et le langage assurantiel, technique courante, non courante, ne se superposent pas complètement. Et c'est une des actions aussi de l'AQC, c'est d'essayer de faire des grandes passerelles. Alors, pour le photovoltaïque, typiquement, malheureusement, on n'a pas trop de DTU sur le sujet. On a quelques règles professionnelles, en tout cas la filière s'organise sur le sujet. Mais on est principalement sur de l'innovant. Et dit innovant dit, par exemple, avis technique, ATEX, voire ETN, ça a été évoqué. Typiquement, vraiment, on a des avis techniques. Les avis techniques, ça reste un procédé innovant, même si le risque technique est vu. Malgré tout, il faut bien les voir si ces avis techniques sont sur liste verte de la C2P. Cette liste verte est importante pour des questions d'assurabilité. Typiquement, si vous êtes en technique courante, c'est une assurabilité normale. Si vous êtes en technique non courante, c'est une assurabilité au cas par cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le matériau. Ça veut dire qu'il faut juste prévenir votre assureur en amont du projet pour qu'il l'intègre dans sa garantie. Parce qu'en cas de problème, autrement, si vous ne l'avez pas prévenu, il pourra vous dire « Attention, ce n'était pas dans votre contrat ». Donc vraiment, l'avis technique, je vous encourage. Il y en a beaucoup sur les procédés photovoltaïques. Allez les voir, mais allez vérifier qu'ils sont bien sur liste verte de la C2P, ce qui permettra d'être en technique courante et donc d'avoir une assurabilité normale. Il peut y avoir aussi des ATEX
Alors voilà, juste simplement un rappel, vous avez comme un certain nombre d'avis techniques sur liste verte de la C2P avec différents types de matériaux, que ce soit en étanchéité, en toiture terrasse ou en couverture, avec des modes d'intégration ou de surimposition différentes. Donc vous avez vraiment de quoi faire des avis techniques, liste verte, donc technique courante. Donc ça c'est vraiment un point important à regarder. Il existe aussi des ATEX, d'impression technique d'expérimentale. Donc ça, quand elle est favorable, ça reste de la technique courante, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, il a été évoqué effectivement les ETN parce que il y a beaucoup de procédés sous ETN en quête de techniques nouvelles. Donc ça, une ETN, c'est quoi? C'est simplement un fabricant, un tenant de procédés qui va avoir un bureau de contrôle et ensemble, ils montent un dossier technique. Cette ETN, par contre, sa portée, c'est simplement au sein de ce bureau de contrôle. Si un bureau de contrôle X a fait une ETN, un bureau de contrôle Y ou Z n'est pas obligé de le reconnaître. Donc ça n'a pas de portée, on va dire, assurantielle. Ça peut être un élément important. Donc là, encore une fois, il est important de bien se renseigner et d'informer son assureur pour savoir si cette ETN, voilà, pour qu'il prenne en compte cette ETN et pour basculer en technique courante. Donc encore une fois, faites attention au procédé, c'est vraiment important. Prenez des choses ou assurez-vous en tout cas de faire en sorte à ce que ces procédés soient en technique courante, que vous soyez assuré et garanti sur des procédés. Pour résumer, parce que je vous ai montré un certain nombre de choses, encore une fois, la filière a énormément évolué. Il y a eu beaucoup de sinistres à une époque, il y a eu des difficultés aussi pour s'assurer. Par contre, effectivement, la tendance et la dynamique du photovoltaïque est très très forte. Alors, il y a des impositions, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts qui sont liés à cette source de production au plus près des bâtiments et plutôt bonne en termes d'émissions CO2. Donc vraiment, les points importants à retenir, photovoltaïque, il faut déjà avoir des compétences. Et comme on a été dit, on le met en étanchéité, en couverture, donc il faut une double compétence. La compétence en électricité, ça va de soi, mais aussi la compétence couverture, enfin étancheur, couvreur. Donc là, vraiment, il faut prendre des installateurs bien formés. J'ai cité l'INES par exemple, voilà, qui propose des formations. Il y a bien d'autres sociétés aussi. Mais n'hésitez pas vraiment à insister sur les compétences des intervenants. Il faut bien sûr, donc j'ai dit, choisir des procédés sous avis technique et sur liste verte. Encore une fois, c'est le gage d'une évaluation technique collégiale, voilà, de références reconnues et réussies, et c'est gage d'une garantie derrière. Il faut favoriser des systèmes complets, donc vraiment qui permettent d'avoir une traçabilité du système, d'avoir des éléments qui sont compatibles entre eux et donc d'éviter ces points d'échauffement que j'ai mentionné avant. Donc ça, c'est extrêmement important et ça va vraiment du panneau jusqu'à l'onduleur. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut bien sûr conseiller et former les clients et futurs clients. Il faut pas oublier que voilà, vous devez leur remettre un certain nombre d'informations et surtout il faut aussi les informer de la nécessité d'avoir des contrats de maintenance et d'entretien. Dans le retour d'expérience qu'on a fait, dont je vous ai cité, on a vu, alors point positif, j'ai oublié de le dire quand même, c'est que grosso modo la production d'énergie d'électricité était au-dessus de ce qui était annoncé en fait par la plupart des fabricants. Donc tout va bien. Par contre, on s'est rendu compte qu'effectivement l'entretien de maintenance était très importante et typiquement il faut des campagnes de resserrage régulière de tous les éléments pour que ça se passe bien et c'est important de monitorer, ça c'est le dernier point aussi, le suivi des consommations parce que ça permet de voir voilà, s'il y a un défaut, s'il y a une problématique et du coup de faire intervenir les personnes. Et maintenant il y a aussi plus de détecteurs d'arc électrique, d'optimiseurs d'énergie au plus proche de la production qui permettent aussi d'avoir une vision, un pilotage et des garanties, des gages de qualité sur les solutions photovoltaïques. Donc encore une fois, on revient d'une filière qui a été sinistrante à une époque, qui s'est réorganisée. On a des retours d'expérience qui sont d'ailleurs et des points de vigilance qui sont d'ailleurs disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à aller voir un petit peu plus en détail. Beaucoup de choses qui sont à votre disposition pour justement maintenant avoir des systèmes complètement qualitatifs qui ne poseront pas de problème à l'avenir, bien entendu avec un petit entretien et maintenant c'est une vigilance de tous les moments. Sylvain, donc je retiendrai d'abord qu'il y a eu des sinistres,
il y a 10 ans, qu'aujourd'hui on est sur des choses beaucoup plus sûres, beaucoup plus encadrées. Une question, y a-t-il des certifications pour les panneaux? Alors oui, les certifications existent, notamment avec un centre qui est alors pas loin de l'INES, donc c'est dans ma région, vers le Bouget du Lac. Il y a un centre qui s'appelle Certisolis, qui est une antenne du LNE et du CSTB qui certifie les panneaux. Et comment s'appelle la certification? Certisolis, c'est ça? Oui, Certisolis. Et après, pour les détails de la certification, alors ils sont repris dans les avis techniques aussi, et là, faut que je me renseigne. Si quelqu'un les recherche, ils les trouveront dans les avis techniques et ils ont accès aux listes vertes qui regroupent les avis techniques. Ne pas oublier les certifications et qualifications aussi pour les intervenants Oui, pour l'installation. bien sûr. Mais la question portant sur le matériel, mais effectivement, tu as raison de le rappeler, il existe tout un ensemble de certifications pour les intervenants qui sont certifiés pour poser et installer correctement ces panneaux photovoltaïques. Une question très spécifique, peut-être, je ne sais pas si Pierre ou Sylvain, vous avez la réponse. Dans les bâtiments neufs, on se retrouve coincé quand le support en toiture est un support bois, type CLT par exemple, parce que la plupart des avis techniques ne tiennent compte que d'une pose sur des structures maçonnées classiques. Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez déjà rencontrées sur la pose de panneaux photovoltaïques sur des structures bois? D'autres Pierre, peut-être? Non, vous avez déjà rencontré ce sujet? J'avais eu ce genre de cas pour des bâtiments en bois. On était passé par des avis de chantier ponctuels pour valider un domaine, une façon de faire qui pouvait convenir. C'est vrai que les supports bois sont rarement pris en compte par les avis techniques. En revanche, on peut déterminer en augmentant un petit peu la pente, notamment des panneaux, en donnant des conditions complémentaires à trouver des voies pour réaliser ce genre de projet. Voilà. Je laisserai peut-être compléter. Par une index de chantier, du coup. Oui, on était passé par l'avis de chantier. Ouais. Et je me souviens d'un projet aussi où il avait fallu vraiment intégrer le SDIS qui avait fait toutes ces préconisations pour que la texte puisse être créée. D'accord, oui, donc avec un plus intégrer les pompiers locaux. Ouais. Sylvain, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, tout simplement pour compléter, effectivement, c'est le propre de la construction, c'est-à-dire que les règles de l'art sont conçues pour 80% des choses qu'on fait classiquement, et elles évoluent en intégrant les nouveautés, et il n'y a pas de souci, et on est en technique courante. Et après, pour les 20% restantes, effectivement, les choses un peu nouvelles, il y a tout le système avis technique ATEX qui permet effectivement d'innover et d'avoir des solutions. Ça demande juste un petit peu plus de temps en conception et de réunir toutes les personnes autour de la table, mais ça reste possible. Après, l'objectif, c'est que ça bascule en technique courante assez rapidement sur les constructions bois, ce qu'on appelle de nos voeux. Une question pour Olivier. En tiers investisseur, l'engagement peut être de 30 ans. Oui. Quid si le bâtiment, peut-être parle-t-on dans ce cas-là de logistique, fin d'activité du bâtiment avant la fin du contrat de concession du photovoltaïque. On l'organise dans le contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la fin d'activité, il peut y avoir la cession du bâtiment, le changement d'activité dans le bâtiment, la mise à l'arrêt du bâtiment, tout est possible. Donc le principe, c'est que si ça a été tiers financé, le tiers financeur, il a le droit à être remboursé de l'investissement initial qu'il a porté. Et donc soit on a un engagement contractuel de faire reprendre par l'acquéreur ou par le nouvel exploitant le contrat en cours aux mêmes conditions et tout va bien et ça fait partie du prix de cession par exemple, voilà. Soit on ne peut pas et on veut arrêter l'activité du bâtiment et dans ce cas-là il va falloir rembourser. Donc dans les clauses de résiliation anticipée on a ça qui est typiquement prévu. En gros rembourser la valeur nette comptable si je fais très simple de ce qui n'a pas été perçu, plus après une discussion sur la marge manquée jusqu'au terme normal du contrat. Merci beaucoup Olivier. Nous avions effectivement lors du précédent live
parler du guide qui a été établi par le ministère de la Transition écologique. Donc il est en ligne. On a un certain nombre de remarques sur ce guide. On mettra en même temps que le replay et les présentations, les questionnements et les remarques que nous avons au sein de la fédération qui ont été compilés par Bérangère Joly. Dernier point, dernière question, parce que je vois qu'on a déjà passé le temps, sur le photovoltaïque dans l'ère 2020. Double pénalisation finalement dans le neuf résidentiel. Un, parce que ça a prise en compte de la consommation, de la production illimitée. Et deux, parce qu'on tient compte à 100% du poids du panneau dans l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Exact. Donc ça ne vient pas en réduction dans le. Enfin, l'autoconsommation ne vient pas en réduction, ni la revente sur le réseau, en réduction du CEP NR. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ça peut gréver lycée construction dans le bâtiment. Ce qui n'est pas le cas dans le tertiaire, c'est ce que tu dis. Ce qui n'est pas le cas dans le tertiaire, puisque dans le tertiaire, en fait, il a été donné un poids carbone forfaitaire pour le photovoltaïque. Pour le photovoltaïque, de manière à ne pas gréver lycée construction. Et on peut du coup tenir compte de la totalité de la production. Tout n'est pas encore sorti dans le tertiaire, mais en tout cas pour ceux qui sont sortis. Pour ceux qui sont sortis. Pour les bureaux et l'enseignement. Pour les bureaux et l'enseignement, le poids du panneau photovoltaïque carbone embarqué, IC construction est plafonné et donc pénalise moins si on veut en mettre beaucoup pour la production. Parfait. Mais écoutez, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions, on a couvert les sujets. Il reste encore beaucoup de questions et je pense qu'on reviendra sur les systèmes innovants, ce qui se met en œuvre et toutes les questions qui peuvent se poser au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces contrats avec nos adhérents. Je remercie beaucoup tous nos intervenants. Merci Nathalie, Florence, Olivier, Sylvain, Pierre. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition du Live FPI. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.